Le bourdonnement du mini-réfrigérateur bon marché battait sourdement contre le sifflement persistant dans mes oreilles, écho fantôme des 16 heures de route que nous venions d'endurer. Mon ami, que j'appellerai Marc tout au long de ce récit, était déjà étalé de tout son long sur son lit, face contre le matelas, tel un Lazare moderne rappelé à la vie après avoir sombré dans l'hypnose monotone de l'autoroute. Moi, en revanche, j'étais encore sous tension, les kilomètres d'asphalte de l'I40 défilant en boucle derrière mes paupières closes. Nous étions arrivés à Flagstaff, en Arizona, peu après le coucher du soleil. Le ciel saignait encore d'orangé et de violet avant de se fondre dans un noir d'encre. Le motel, une chaîne quelconque à 2 pas de la route, ne promettait rien d'autre qu'un endroit où s'effondrer avant notre excursion vers le Grand Canyon. De ce point de vue, il tint parole. Des cloisons trop fines, une odeur de tabac froid incrustée dans la moquette et un bourdonnement diffus, constant, dont je n'arrivais pas à déterminer l'origine. J'avais passé la dernière heure à déballer mes affaires avec un soin presque maniaque, un geste parfaitement inutile pour une seule nuit, mais devenu rituel, une manière de reprendre un semblant de contrôle après une journée entière enfermée dans une boîte de métal lancée à 110 km à l'heure. Mon vieux sac de sport en cuir était ouvert sur le 2e lit, laissant déborder des vêtements comme autant de souvenirs oubliés. Le sac de Marc, une monstruosité tactique achetée pour un voyage en camping qui n'avait jamais eu lieu, reposait intact près de la porte, sentinelle sombre et muette. L'horloge numérique sur la table de chevet projetait une lueur rouge agressive. 23h47. Trop tard pour appeler chez moi. Trop tôt pour que l'épuisement m'emporte vraiment. Je décidai de prendre une douche rapide, espérant que l'eau brûlante effacerait la crasse du voyage et la tension qui me raidissait les épaules. La salle de bain était exiguë, carrelée d'un beige vaguement institutionnel, avec un miroir qui semblait souligner impitoyablement les cernes sous mes yeux. Le pommeau tout sauta en crachant une eau glacée avant de se stabiliser en un filet tiède. Je m'appuyai contre les carreaux humides, laissant l'eau couler sur mon visage, tentant de faire le vide. Le bourdonnement du motel me parut alors différent, moins celui d'un appareil inoffensif que la respiration d'une présence en attente. Mon imagination me dit trop de café, pas assez de sommeil. Quand je sortis, enveloppé dans une serviette étonnamment épaisse pour un motel, Marc dormait toujours profondément, masse sombre sous la couverture trop légère. La chambre baignait dans les ombres. Seule la lueur rouge de l'horloge et une mince lame de clair de lune filtrant entre les rideaux offraient un semblant de lumière. J'enfilai un t-shirt propre et un pantalon de survêtement. Le tissu doux, apaisant enfin ma peau. Je jetai un regard à Marc, envieux de sa plongée immédiate dans l'inconscience. J'aurais tant voulu pouvoir m'éteindre aussi simplement. Je m'allongeai sur mon lit, étonnamment ferme, et fixai le plafond à relief. Le système de ventilation se mit en marche dans un gémissement grave qui résonna jusque dans ma poitrine. Mon regard glissa vers la fenêtre. Malgré les rideaux presque tirés, je distinguais la lueur lointaine des éclairages de l'autoroute, un grondement étouffé perdu dans l'immensité silencieuse de la nuit arizonienne. Je fermai les yeux, appelant le sommeil, comptant les craquements et soupirs rythmés du vieux bâtiment. La pièce semblait plus froide à présent, un changement subtil, à peine perceptible, qui hérissa ma peau. Je remontai la couverture sous mon menton. Quand cela commença, ce ne fut pas un sursaut, ni un réveil brutal, plutôt un resserrement progressif, une lente glissade vers un monde à la fois familier et profondément étranger. Mes yeux étaient ouverts, j'en étais certain, mais la chambre était plus sombre, les ombres plus épaisses, presque visqueuses. J'essayais de bouger, de changer de position, de me tourner sur le côté, mais mes muscles refusèrent donc d'obéir. Comme dans un rêve où l'on tente de courir, mes membres étaient lourds, inertes, prisonniers d'une ombre invisible. Une panique froide, coupante, éclosa dans ma poitrine. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Ma respiration se bloqua, étranglée dans ma gorge.
Alors je le vis, ou plutôt je le sentis, une pression, une présence. Dans la périphérie de mon champ de vision, au pied de mon lit, une forme, ni une personne, ni une ombre, mais quelque chose de plus dense que l'obscurité alentour. Un vide qui absorbait la moindre lueur. Elle était ramassée, basse, presque animale, et pourtant, l'impression qu'elle dégageait était indéniablement humaine. Elle ne bougeait pas, mais je sentais son attention peser sur moi, un poids froid et concentré sur ma poitrine. Mon cœur battait à m'en rompre les côtes, tambour affolé dans le silence soudain étouffant. Chaque terminaison nerveuse hurlait, tandis que mon corps restait captif. J'essayais d'appeler, de crier le nom de Marc, mais seul un râle étranglé s'échappa de mes lèvres. Ma gorge était sèche, serrée, comme emplie de sable. La pression sur ma poitrine s'intensifia, m'écrasant le souffle. Je voulais tourner la tête, forcer mes yeux à se fixer sur la forme, l'identifier, lui ordonner de partir, mais mon cou était rigide, verrouillé. Mon regard demeurait rivé au plafond, à une fissure presque invisible qui serpentait dans le plâtre comme une veine sombre. L'air s'alourdit, chargé d'une terreur muette. Je sentais désormais la présence tout près, juste au-dessus de moi. Elle ne me touchait pas physiquement, mais sa proximité m'enveloppait comme un suaire étouffant. Un frisson glacé descendit le long de mon échine, un froid sans rapport avec la température de la pièce, un froid intérieur, primitif, qui s'infiltrait jusqu'aux os. Les yeux grands ouverts, brûlants, je tentais de percer l'obscurité, de donner forme à l'horreur informe qui me dominait. Un bruit ténu, un froissement de tissu déchira le silence. Mon regard, toujours cloué au plafond, glissa malgré moi sur le côté. Marc, il bougeait. Une lueur d'espoir désespéré s'alluma en moi. Il allait se réveiller. Il allait voir. Il allait m'aider. Mais cet espoir s'éteignit aussitôt lorsque je distinguai sa silhouette dans la lueur rouge de l'horloge. Il ne se redressait pas. Il ne bougeait pas vraiment. Il était tordu. Son corps était contorsionné, la tête brutalement tournée vers moi, dans une posture contre nature qui glaça mes veines. Ses bras étaient plaqués contre son corps, ses jambes serrées l'une contre l'autre, comme entravées. Et alors je le sentis à nouveau, la pression, la présence. Au pied de son lit, une autre forme, identique à la mienne, un autre vide, une autre silhouette tassée, irradiant la même attention froide et implacable. L'estomac noué, je compris, il vivait exactement la même chose. Nous étions pris tous les deux dans ce cauchemar. La prise de conscience fut un coup au ventre. Nous n'étions pas seuls. Nous étions tous deux paralysés, tous deux témoins de ces formes impossibles. L'expérience partagée, loin d'apaiser la peur, la décuplait. Elle confirmait que ce n'était pas une hallucination, ni un tour de l'esprit épuisé. C'était réel. Quoi que ce fût, cela était là, dans cette chambre, avec nous. Je tentais encore de bouger, de me débattre, de crier, de le prévenir, de lui faire savoir que j'étais là. Mes muscles protestèrent, mais restèrent inflexibles. Ma mâchoire était si crispée que mes dents me faisaient mal. Un gémissement grave, presque animal, s'échappa de ma bouche à peine audible. La présence sembla se rapprocher encore, alourdissant l'air jusqu'à l'asphyxie. J'aurais juré sentir son souffle, froid, vicié, sur mon visage, bien que je sache qu'il n'y avait rien de tangible. Ce n'était pas physique, c'était pire. Mon esprit s'emballait, cherchant une explication, une issue, la paralysie du sommeil. Je connaissais le phénomène, l'esprit qui s'éveille avant le corps, l'impossibilité de bouger, les hallucinations. Mais deux personnes, en même temps, et cette malveillance, cette intention palpable dépassait largement un simple dérèglement neuronal. Cela semblait voulu. Je fixai la fenêtre. La mince lueur lunaire avait presque disparu, engloutie par l'obscurité oppressante. Les lampadaires dehors paraissaient en faiblir, leur éclat se dégradant en un jaune maladif. Le grondement lointain de l'autoroute, toile de fond constante jusque-là, s'évanouit, remplacé par un silence absolu, écrasant, qui me broyait les tympans. Un silence chargé, en suspens. Les formes au pied de nos lits semblèrent de changer,
non pas physiquement, mais dans ma perception. Elle paraissait s'étirer, grandir, devenir plus élancée, plus décharnée. Une ébauche de tête, à peine définie, semblait s'incliner, comme si elle nous observait, nous étudiait. Une terreur pure me submergea. Mes yeux brûlaient, incapables de se fermer. Des larmes chaudes et incontrôlables montèrent, brouillant encore davantage les contours déjà flous. Une vibration presque imperceptible se mit à parcourir le matelas, un bourdonnement sourd qui résonnait dans mes os. Ce n'était pas le bâtiment, ni la ventilation. Cela venait d'elle. Une fréquence muette, contournant l'ouïe pour entrer en résonance directe avec ma peur. L'air devint glacé, un froid coupant qui vole le souffle, qui fait souffrir les poumons. Ma peau se couvrit de chair de poule, une vague de picotements glacés remontant le long de mes bras et de mes jambes. Mon regard revint vers Marc. Son corps, toujours tordu, tremblait maintenant presque imperceptiblement. Un faible gémissement étranglé s'échappa de ses lèvres, écho exact de ma propre détresse. Lui aussi subissait cela. La même terreur étouffante, les mêmes cris muets, les mêmes chaînes invisibles. L'horreur partagée créait une communion perverse, un lien forgé dans le brasier de l'inexplicable. Les silhouettes allongées au pied de nos lits semblaient se pencher davantage encore, l'espace entre nous chargé d'une énergie invisible, tendue. Leur présence pesait sur moi comme une couverture trop lourde. Mes poumons brûlaient, privés d'air. Je ne pouvais pas gonfler ma poitrine. Chaque respiration n'était qu'un halètement superficiel, une lutte désespérée contre une force invisible. La peur était si immense qu'elle donnait l'impression de broyer mon âme même, de la comprimer jusqu'à la rupture. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout changea. La pression sur ma poitrine diminua, à peine. Les formes semblèrent reculer, se dissoudre dans l'obscurité oppressante d'où elles étaient venues. Le silence écrasant se fissura, laissant revenir lentement le murmure lointain de l'autoroute, comme une mélodie oubliée. Le froid se dissipa, remplacé par la chaleur étouffante de la pièce. Ma première pensée cohérente fut « ça s'en va, ils s'en vont ». Un soulagement désespéré m'envahit, si puissant que j'en eus presque envie de sangloter. Mais la paralysie persistait. J'étais toujours prisonnier. La terreur, bien qu'atténuée, laissait un goût amer. Je fixais l'espace désormais vide au pied de mon lit, redoutant son retour. Peu à peu, douloureusement lentement, la sensation revint dans mes membres. Des picotements parcoururent mes doigts, puis mes orteils. Je bougeais un doigt, puis un autre. Un profond frisson secoua tout mon corps lorsque les dernières traces de paralysie se dissipèrent. Mes muscles me faisaient mal, comme après un marathon, et ma gorge était brûlante, à vif. J'aspirais une grande bouffée d'air, réelle, pleine, au goût presque sucré. Je me tournai sur le côté et me redressai tant bien que mal. Mon cœur battait encore à tout rompre. Mon regard se précipita vers le lit de Marc. Il était toujours figé dans cette posture impossible. « Marc », murmurai-je d'une voix rauque, « réveille-toi ». Aucune réaction. Le silence, désormais vidé de toute présence, était assourdissant. Je me levai d'un bond, les jambes flageolantes, et titubai jusqu'à lui. « Marc !» répétai-je, plus fort. Je lui secouai doucement l'épaule. Rien. Une nouvelle vague de panique me submergea. Était-il encore coincé ? Puis, dans une inspiration brutale, il se redressa d'un coup, les yeux écarquillés, le souffle haché. Il balaya la chambre du regard, affolé, comme s'il s'attendait à voir encore les silhouettes planer au-dessus de nous. Son corps tremblait violemment, ses mains crispées sur la couverture. Nos regards se croisèrent. Dans la pénombre, je vis mon propre effroi se refléter dans ses yeux. Il ne parlait pas, n'y arrivait pas, la bouche ouverte sur un cri muet. Nous restâmes ainsi, deux survivants d'un combat invisible, liés par un cauchemar partagé. Il finit par laisser échapper un son grave, presque bestial. Ses yeux se fixèrent enfin sur moi. Une question muette y brûlait. « Tu l'as vu ? Tu l'as senti ?» Je hochai simplement la tête, incapable de parler.
Nous restâmes assis là pendant ce qui sembla une éternité. L'horloge affichait 3h17. La nuit était encore jeune, mais elle paraissait ancienne, marquée à jamais. Le bourdonnement du mini-frigo n'était plus qu'un bruit ordinaire. Pourtant, le souvenir demeurait, gravé en nous comme une cicatrice. Le Grand Canyon nous semblait soudain dérisoire, éclipsé par l'abîme bien plus profond que nous venions d'entrevoir. Dormir, je le savais déjà, serait impossible avant longtemps.